Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment en coulisses quand une cyberattaque est déjouée? Comment une entreprise fait pour repousser les pirates? Ah, c'est une excellente question. C'est souvent une véritable course contre la montre en fait. Aujourd'hui, on va plonger justement dans ces mécanismes de défense, on va regarder comment un SOC, donc le centre opérationnel de sécurité, comment il réagit face à des scénarios d'attaque assez courants. D'accord, donc on va décortiquer le rôle de ce fameux SOC et de ses outils, EDR, XDR, SIEM, SOAR. J'imagine que ces acronymes parlent à certains. Comment tout ça s'articule pour contrer, disons, un simple email de phishing, mais aussi des intrusions plus complexes, voire des menaces dans le cloud? C'est ça. Allez, on décortique tout ça. On commence par le grand classique, le phishing. Oui, le phishing. Imaginez, un utilisateur reçoit un email. Bon, il clique un peu trop vite sur un lien ou ouvre une pièce jointe piégée. Et là, un malware ou un petit logiciel malveillant essaie de s'installer sur son poste. Et ensuite, il tente de contacter son serveur de contrôle, qu'on appelle C2 pour Command and Control. Classique, mais toujours aussi efficace malheureusement. Comment le SOC intervient à ce moment-là? Il y a des étapes, j'imagine. Oui, plusieurs lignes de défense en fait. Idéalement, déjà, la passerelle email ou une sandbox bloque l'email suspect avant même qu'il n'arrive. Ok, première barrière. Mais si jamais il passe quand même, sur le poste de l'utilisateur, sur le point de terminaison, donc, c'est l'outil EDR ou sa version étendue, le XDR, qui va détecter l'exécution suspecte. Par exemple, un script PowerShell qui a été volontairement rendu illisible, obfusqué comme on dit. L'EDR voit ça et hop, il alerte le SOC. D'accord. Et si le malware essaye quand même de téléphoner maison, de contacter son serveur C2? Là, c'est le pare-feu réseau, le firewall, et les systèmes de détection et prévention d'intrusion, les IDS-IPS, qui peuvent intervenir. S'ils reconnaissent l'adresse du C2 comme malveillante, ils bloquent la connexion sortante. Donc on a le blocage email, la détection sur le poste, le blocage réseau. Et le SIEM dans tout ça? Ah, le SIEM, c'est un peu le chef d'orchestre. Il centralise toutes ces informations. L'alerte email, l'alerte de l'EDR sur l'exécution, l'alerte du firewall sur le blocage réseau. Il corrèle tout ça et donne une vue d'ensemble. Attention, il y a une attaque de phishing en cours sur ce poste. Il reconstitue l'histoire de l'attaque en quelque sorte. Et le SOAR, j'ai entendu parler de ça, c'est pour l'automatisation? Une fois que le SIEM a confirmé l'attaque, le SOAR peut déclencher des actions automatiquement. Par exemple, isoler immédiatement le poste infecté du réseau pour éviter la propagation, ou alors désactiver temporairement le compte de l'utilisateur dans l'annuaire Active Directory. Et puis bien sûr, créer un ticket d'incident pour les analystes. Et le résultat, c'est que la compromission est stoppée très vite, avant qu'il y ait une fuite de données, par exemple? C'est tout l'intérêt, une défense coordonnée et rapide. Bon, ça c'est assez clair, pour une attaque qui vient de l'extérieur et qui est détectée rapidement. Mais que se passe-t-il si l'attaque vient de l'intérieur, ou si un pirate a réussi à voler des identifiants valides, des mots de passe, et se connecte comme un employé légitime? Là, ça devient vraiment intéressant, non? Tout à fait. Là, on parle de mouvement latéral. C'est un scénario plus sournois. L'attaquant, qui peut être externe ou même un employé malveillant, utilise des identifiants volés ou légitimes pour se connecter à d'autres machines sur le réseau. Il essaye de rebondir de machine en machine, souvent via des protocoles comme RDP ou SMB, pour atteindre une cible plus juteuse, comme un serveur de base de données contenant des informations sensibles. Comme on arrête quelqu'un qui a techniquement les bonnes clés pour entrer. C'est plus compliqué là. C'est là que la segmentation du réseau devient absolument critique. Des technologies comme le NAC, Network Access Control, peuvent déjà limiter ce qu'une machine compromise peut faire sur le réseau. Mais encore plus puissant, il y a la microsegmentation. Avec des outils comme Illumio ou Guardicore par exemple, on définit des règles très granulaires. En gros, même si l'attaquant est sur une machine A avec des identifiants valides, s'il essaye de contacter un serveur B alors que ce n'est pas prévu dans les règles, la connexion est bloquée. Point. Ah, c'est intéressant ça. C'est comme si le réseau lui-même devenait une sorte de douanier très strict entre chaque machine. C'est un peu l'idée, oui. Une barrière active. Et en parallèle, on a toujours la détection. Justement, comment on détecte cet usage anormal des identifiants? L'EDR ou le XDR sont encore là. Ils surveillent les comportements suspects, une connexion depuis un poste inhabituel pour cet utilisateur ou à une heure bizarre, ou l'utilisation d'outils souvent détournés par les attaquants. Tout ça génère des alertes.
Le SIEM, lui, va corréler ces alertes comportementales avec les tentatives de connexion bloquées par la microsegmentation, par exemple. Il voit que quelque chose de louche se passe avec ce compte. D'accord. Et le SOAR, il intervient aussi? Bien sûr, il peut automatiquement isoler le compte utilisateur suspecté, forcer une réinitialisation de mot de passe et alerter l'équipe de sécurité pour une enquête plus poussée. Le mouvement latéral est stoppé avant que l'attaquant n'atteigne les données critiques. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette complémentarité entre les outils réseau qui bloquent et les outils sur les points de terminaison et le SIEM qui détecte et analyse l'anomalie. Passons au cloud maintenant. De plus en plus d'entreprises y sont, c'est une évidence. Comment on sécurise cet environnement qui semble un peu différent? Prenons un cas concret, une machine mal configurée. Oui, c'est un classique malheureusement. Imaginez un développeur qui déploie une nouvelle machine virtuelle, une VM, dans le cloud. Par erreur ou par manque de temps, il laisse un port d'administration à distance comme le RDP ouvert sur Internet. Un attaquant qui scanne le net finit par trouver ce port ouvert. Il peut alors tenter une attaque par force brute pour deviner le mot de passe ou exploiter une faille connue sur ce service RDP. S'il réussit, il prend le contrôle de la VM, installe une porte dérobée, une backdoor, et ensuite il va essayer d'exfiltrer les données qui s'y trouvent. Le cauchemar classique du cloud mal sécurisé. Comment le SOC gère une situation pareille? Idéalement, on agit en amont. C'est là qu'interviennent les plateformes de sécurité spécifiques au cloud, les CNAPP, Cloud Native Application Protection Platforms. Ces outils scannent en permanence les configurations cloud. Ils auraient pu détecter ce port RDP ouvert avant même que l'attaque n'ait lieu et alerter les équipes. C'est la prévention. Un peu comme vérifier qu'on a bien fermé toutes les portes et fenêtres avant de partir. D'accord. La prévention, c'est clé. Mais si l'attaque a quand même lieu, si le port est resté ouvert? Alors, la détection prend le relais. Le XDR, qui aujourd'hui couvre aussi les environnements cloud, va identifier les comportements anormaux sur le serveur compromis. Par exemple, l'installation de nouveaux processus suspects, des tentatives de connexion sortantes vers des adresses IP connues pour être malveillantes, ou des volumes de données sortants inhabituels. Et pour bloquer l'exfiltration? Les pare-feux spécifiques au cloud entrent en jeu. Ça peut être un WAF, Web Application Firewall, s'il s'agit d'une application web, ou des groupes de sécurité réseau, NSG chez Azure, Security Groups chez AWS, qui filtrent le trafic. Ils peuvent bloquer les flux de données sortants suspects. Et comme toujours, le SIEM centralise tout. L'alerte initiale du CNAPP sur la mauvaise configuration, si elle a eu lieu, les détections du XDR sur le serveur, les logs des pare-feux cloud qui montrent les tentatives de blocage. Et le SOAR pour la réponse auto? Exactement. Le SOAR peut alors, par exemple, automatiquement isoler ou éteindre la VM compromise, bloquer l'adresse IP de l'attaquant au niveau des pare-feux cloud et notifier les équipes DevOps et sécurité. On voit bien la chaîne, oui. Prévention avec le CNAPP, détection avec le XDR, blocage avec les firewall cloud, corrélation avec le SIEM et réponse automatisée avec le SOAR. Ok, très clair. Un dernier scénario, peut-être plus rapide. Mettons un utilisateur qui envoie des fichiers de l'entreprise vers son Dropbox personnel, un service non autorisé. Oui, ça arrive souvent. Là, ce sont plutôt les outils de type CASB, Cloud Access Security Broker, qui sont d'ailleurs souvent intégrés dans les CNAPP maintenant, qui vont détecter ça. Ils surveillent les flux vers les applications cloud et peuvent identifier l'utilisation de services non approuvés par l'entreprise. Et on peut bloquer ça aussi. Oui, le KSB lui-même ou le pare-feu réseau, ou même des outils de DLP Data Loss Prévention, peuvent être configurés pour identifier les données sensibles qui tentent de sortir vers ces destinations non autorisées. Le SIEM corrèle l'alerte KSB ou DLP et le SOAR peut intervenir pour par exemple bloquer spécifiquement l'accès à Dropbox pour cet utilisateur ou envoyer une notification à son manager et à la sécurité. Donc pour résumer un peu toute cette logique qu'on a vue, on a l'EDR, XDR qui sont vraiment les yeux et les oreilles sur les points de terminaison et les serveurs, y compris dans le cloud. Ensuite, on a toute la panoplie réseau. Firewall, IDS, IPS, NAC, microsegmentation, qui sont là pour contrôler et bloquer les flux. Pour le cloud spécifiquement, on a le CNAP, qui assure la bonne configuration et la sécurité globale. Le SIEM, c'est le cerveau qui agrège, corrèle et donne du sens à toutes ces informations. Et enfin, le SOAR, c'est le bras armé qui automatise la réponse pour être plus rapide et efficace. C'est vraiment cet ensemble, cet orchestre bien coordonné qui fait la force d'un SOC moderne. Ce que je retiens de tout ça, c'est que la cybersécurité, finalement, c'est pas un seul gros mur infranchissable. C'est plutôt une multitude de filets de sécurité,
intelligents et interconnectés. Chaque outil a son rôle précis, mais c'est vraiment leur interaction orchestrée par le SOC qui fait la différence. Tout à fait. La clé, c'est la détection la plus précoce possible, une corrélation intelligente pour comprendre ce qui se passe vraiment, et une réponse rapide, souvent automatisée grâce au SOR, pour neutraliser la menace avant qu'elle ne fasse des dégâts importants. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Avec cette automatisation croissante, notamment via le SOR, qui prend en charge les premières réponses, parfois même la remédiation complète, quel sera le rôle de l'analyste humain dans le SOC demain ? Sur quelle tâche à plus haute valeur ajoutée, la chasse aux menaces avancées, l'analyse forensique complexe, la stratégie de défense, devra-t-il ou elle se concentrer ? C'est une piste de réflexion passionnante, je crois. Absolument. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour en savoir plus, téléchargez les documents dans la description. À une prochaine vidéo!